collège, la main a disparu. On ne se sert plus de ses mains. Or, tous les jeunes qui passent par le collège ne vont pas faire des études théoriques, scientifiques, littéraires, etc. Beaucoup vont aller vers des métiers manuels. Dès les premiers mois du cours préparatoire, les garçons sont devant, les filles sont derrière en mathématiques. Et les choses ne s'améliorent pas. La moitié de notre humanité qui ne développe pas les mathématiques comme l'autre moitié. Quand on ne comprend pas le sens de l'enseignement que l'on reçoit, il y a des difficultés à le retenir. Alain Cadix, bonjour. Bonjour. Vous avez passé votre vie à relier des mondes qui souvent s'ignorent, celui de l'industrie, celui de l'éducation, celui de la recherche et celui plus rare de l'éthique. Vous êtes ingénieur de formation, vous avez dirigé des écoles prestigieuses comme l'ENSI, les ateliers ou l'ESIE Paris. Vous avez présidé aussi la conférence des grandes écoles, accompagné le CEA sur les liens entre le design et la technologie. Mais au fond, ce qui vous anime depuis toujours, j'ai l'impression, c'est la même conviction, celle que l'avenir de la technologie dépend de notre manière d'éduquer, de former et de transmettre. Membre de l'Académie des technologies depuis plus de 10 ans, aujourd'hui président de son comité éthique, société et technologie, vous travaillez à une idée forte, faire de la formation un levier pour réconcilier innovation et humanité. Alors avec vous dans ce podcast, on va parler aujourd'hui de cette année de l'ingénierie que vous portez, des métiers de demain, de l'attractivité des filières techniques et puis de la façon dont l'éducation peut ou doit accompagner les grandes transitions du siècle. Est-ce que tout ce petit programme vous va, Alain ? Me va très bien. Eh bien, allez, on est parti. Vous avez donc traversé, je l'ai dit, le monde de l'entreprise, de la formation, de la recherche, toujours avec cette idée que la technologie et la connaissance doivent rester au service de l'humain. Je voudrais commencer par là, parce que vous avez consacré une grande partie de votre vie à la formation, à la fois comme professeur, comme directeur d'école aussi, et membre de l'Académie des technologies. Qu'est-ce qui vous passionne encore aujourd'hui dans ce lien entre éducation et innovation ? Ce sont les défis à relever. Ce sont les défis à relever et qui sont assez considérables pour le pays et pour l'Europe. C'est à la fois être dans la course au meilleur niveau mondial et en même temps attirer suffisamment de jeunes pour relever ces challenges. Et donc ça, c'est ça qui me motive. Et j'ai pu voir dans mon parcours, vous l'avez évoqué, l'aspect formation des deux côtés, si je puis dire. C'est-à-dire du côté des écoles, des côtés des écoles d'ingénieurs ou de design, mais aussi du côté de l'entreprise et les besoins en compétences et la difficulté que l'on peut avoir à recruter. Et donc, ce sont tous ces défis-là qui me motivent et qui font que, encore maintenant, malgré bien des difficultés, le contexte qui n'est pas très porteur, on continue à s'investir. Quand on parle d'enseignement technologique ou scientifique, on pense souvent à un aspect lié plutôt à la performance. Vous y associez une dimension humaine et éthique. Pourquoi c'est essentiel selon vous ? Parce que les technologies pénètrent la société, pénètrent la vie du quotidien. Donc, elles bouleversent nos façons de vivre, nos façons de travailler. Elles peuvent nuire à notre environnement. Elles peuvent induire des comportements dévoyés par rapport à ce pourquoi elles avaient été conçues. Donc oui, la technologie est indissociable de l'humain, tant dans sa genèse, sa conception, sa mise au point, que ensuite dans ses usages et sa diffusion dans la société. C'est indissociable. Et du reste, la France a eu un prix Nobel d'économie récemment. Et le point qui me paraît le plus important et sur lequel les critiques peuvent se porter, c'est que justement, la dimension humaine était parfois sous-traitée ou maltraitée ou insuffisamment traitée dans les travaux d'Aguillon. Donc c'est essentiel. On ne peut pas dissocier la technologie des conditions dans lesquelles elle se développe, des conditions dans lesquelles elle se diffuse et de tous les impacts qu'elle peut avoir dans la société. Si vous deviez aujourd'hui dresser un constat de l'enseignement technologique en France, du collège à l'université, quel serait-il ?
ce serait un constat un peu, un peu amer, un peu triste. Je veux dire par là qu'on a le sentiment depuis quelques décennies qu'il y a un reflux de la technologie dans les enseignements. D'abord, ça fait assez longtemps qu'au collège, la main a disparu. C'est-à-dire qu'on ne se sert plus de ses mains. Or, tous les jeunes qui passent par le collège ne vont pas faire des études théoriques, scientifiques, littéraires, etc. Beaucoup vont aller vers des métiers manuels. Or, le collège est le lieu où l'on balaye l'ensemble des champs de compétences, de connaissances, etc. à la base. Enfin, l'ensemble des champs. Bon, la main a disparu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la technologie que l'on enseigne au collège est une technologie qui n'est pas très bien traitée, en ce sens que les programmes sont très ambitieux, ça c'est bien, mais les professeurs ne sont pas tous là au rendez-vous. Je veux dire qu'il n'y en a pas suffisamment bien formés. Je ne les accuse pas. Je constate que dans les faits, tous les enseignants de technologie au collège ne sont pas en situation d'assurer les enseignements qui sont proposés. Par ailleurs, dans tous les collèges, il n'y a pas des équipements homogènes. Dans certains collèges, il y a des équipements type Fab Lab, etc. Puis dans d'autres, il n'y a pas grand-chose. Il y a un ou deux ordinateurs le long d'un mur. Donc, cette situation-là est préoccupante. Et même, alors on ne va pas rentrer dans tous les compartiments de l'enseignement technologique, mais même si on prend par exemple la voie technologique, justement, ça s'appelle comme ça, la voie technologique du lycée, elle devient de plus en plus théorique. Je me souviens avoir visité il y a quelques années un lycée technologique dans le domaine du bâtiment. Et je demandais au proviseur où était la bétonnière, où étaient les bétonnières, parce que un bâtiment, on construit des murs, quoi. Enfin, je veux dire, on fait. Ah, mais il n'y a plus de bétonnière. Bon, et alors, elle a été remplacée par ça, me dit-il, en montrant un ordinateur. Donc, ça, c'est un point tout à fait important. Enfin, dernier point, si on prend la troisième voie, qui est la voie professionnelle, aujourd'hui, on charge de plus en plus la voie professionnelle d'enseignements qui ne sont pas sans intérêt. De la philosophie, des sciences humaines, etc. Mais au détriment, je parle de la voie professionnelle technologique, bien entendu, au détriment de l'enseignement technologique. On était à une quinzaine d'heures par semaine il y a encore quelques années, on est à 8 heures, et si on continue, ça va diminuer. Donc les élèves arrivent en fin de lycée, ils passent leur bac pro, mais malheureusement, ils ne savent plus faire grand-chose. C'est inquiétant. Ah oui, c'est inquiétant. Alors, on rajoute évidemment des choses. Aujourd'hui, on crée des certificats complémentaires, une année supplémentaire pour spécialiser, colorer aux besoins du territoire où se trouve le lycée. Mais voilà, on rallonge les parcours. Bon, peut-être parce qu'on court beaucoup d'objectifs en même temps. Donc ça, c'est un choix politique. Vous avez rédigé plusieurs rapports sur l'enseignement de la technologie et des mathématiques. Quelles sont, selon vous, les erreurs structurelles qui empêchent justement ces disciplines d'être attractives? Est-ce que c'est l'abord technologique au point où on apprend ces métiers uniquement sur l'ordinateur maintenant? Je pense que on a besoin de bases solides pour aborder les enseignements technologiques. Les bases solides sont des bases de mathématiques et de sciences, puisque rien ne peut se faire aujourd'hui sans sciences et mathématiques. Et nous avons, dans les petites classes, qui sont les classes d'école primaire, nous avons un grand déficit de ce côté-là, d'enseignement mathématique et scientifique. Les professeurs des écoles, qui sont très majoritairement des femmes, en soi, ce n'est pas une critique, ont une appétence particulière pour les sciences humaines, pour les sciences sociales, pour le français, mais ont beaucoup plus de difficultés
à assumer les enseignements de mathématiques et de sciences. Je ne suis pas sexiste en disant ça, c'est parce qu'elles ont simplement eu des parcours de formation qui étaient des parcours littéraires. Et que nous avons un système de formation qui pêche, dès les petites classes, qui pêche par un défaut de polyvalence. Parce qu'en effet, un professeur des écoles qui a fait des études littéraires, lorsqu'il arrive dans une classe primaire, du primaire, doit être en capacité de tout enseigner. Pas que le français, il faut qu'il enseigne aussi les mathématiques, les sciences, et avec un égal bonheur, une égale efficacité que le reste. Bon. Donc, ça commence mal, si je puis dire, parce que et ça commence même très tôt. Les difficultés apparaissent vraiment dans les toutes premières classes. Donc, en particulier pour les filles, où on trouve un décalage assez fort dès le cours préparatoire. Quand les jeunes enfants rentrent au cours préparatoire, ils ont, garçons et filles, à peu près le même niveau, enfin globalement, calcul, mathématiques, enfin je ne sais pas comment on peut appeler ça pour ce cours, pour ce niveau-là. Mais dès les premiers mois du cours préparatoire, les garçons sont devant, les filles sont derrière en mathématiques, et les choses ne s'améliorent pas. Or, ça veut dire que c'est la moitié de notre humanité qui développe pas les mathématiques comme l'autre moitié. Donc, on s'affaiblit. Donc, ça commence dès l'école primaire. La technologie est peu traitée à l'école primaire. Elle est relativement mal traitée pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure au collège. Encore une fois, je ne mets pas en cause les professeurs. Je crois que c'est le système qui doit être amélioré. Donc, on améliore le système dans ses superstructures, on met des étais, on étaye les étages supérieurs de l'édifice, on rajoute 1 heure ici, 1 heure et demie là, etc., etc. Mais le vrai problème, c'est que ce sont les fondations qui sont fissurées. Donc il faut recommencer par les fondations. On sent bien à travers vos propos que le problème, il n'est pas seulement pédagogique, mais aussi et surtout culturel, presque sociétal, en fait. Il touche à la manière dont notre société valorise ou non la technique et la science, les mathématiques aussi. On parle beaucoup, je trouve en tout cas de plus en plus, notamment ces dernières semaines, ces derniers mois, avec l'émergence de l'intelligence artificielle, de l'esprit critique et de la culture scientifique. Faut-il donc repenser la manière dont on enseigne la science pour la rendre plus vivante et peut-être plus reliée au réel ? Oui, sûrement. Et c'est vrai en particulier pour les mathématiques, puisque très vite, dans l'enseignement des mathématiques, on passe à un niveau de conceptualisation qui va croissant en avançant. Et cette conceptualisation déroute beaucoup d'élèves. Il semble que ça déroute plus de filles que de garçons, c'est ce que les études révèlent. Mais enfin, le problème, c'est que ça déroute des jeunes, donc c'est ça qui est le problème. Et que par conséquent, une des voies serait de revenir à partir des applications, c'est-à-dire de travailler plus par induction, c'est-à-dire par application. On étudie une question de vie courante et ensuite on en vient aux mathématiques plutôt que de poser a priori des équations dont on ne sait pas combien de fois nous avons vu des jeunes, lorsqu'on leur faisait un enseignement de mathématiques, poser la question « mais à quoi ça sert ?» Et donc, quand on ne comprend pas le sens de l'enseignement que l'on reçoit, il y a des difficultés à le retenir et à le faire sien. Donc vraiment, c'est repenser l'enseignement des maths et des mathématiques et des sciences en partant je parle en particulier pour les petites classes, les premiers niveaux, en partant de situations concrètes. Si on est dans un village, eh bien, il y a une écluse. Comment fonctionne l'écluse, les forces qui s'appliquent. Partons de choses très concrètes. S'il y a un élevage avec des vaches qui produisent du lait, combien de litres, combien de seaux, etc. Enfin, on peut trouver dans la vie de tous les jours, je prends volontiers des exemples ruraux, mais on pourrait évidemment prendre des exemples urbains, trouver des situations dans lesquelles on va pouvoir, en tirant petit à petit le travail vers la conceptualisation, mais pas en commençant par la conceptualisation. Ouais, parce que la question qui vient et qui en découle, c'est est-ce que vous pensez que le système éducatif aujourd'hui français forme encore des ingénieurs du monde réel ?
Capable de comprendre des enjeux économiques, sociétaux, sociaux, technologiques, écologiques. S'agissant on parle de la formation des ingénieurs. Ouais. Hein. Mais de fait, mais en fait, tout ça découle aussi de Oui. l'enseignement qu'on a à l'école plus jeune. Oui, mais alors sur la formation des ingénieurs, il y a un mouvement qui s'est amorcé il y a plusieurs années, parfois à partir de revendications des étudiants, ce qu'il faut les écouter, et qui a conduit à mettre beaucoup plus dans les enseignements de considérations éthiques, sociétales, etc. Ouais. C'est-à-dire de penser aux effets que l'on peut avoir des technologies que peuvent avoir les technologies qu'on développe. Voilà, donc c'est tout ce travail-là qui consiste à rapprocher les enseignements scientifiques et techniques d'enseignements ou de dimensions sociales, humaines, sociétales. Et ça, c'est véritablement la grande évolution. Et si on ne le faisait pas, je pense qu'il y aurait un plus grand rejet encore des études d'ingénieurs, puisque elles n'attirent pas encore suffisamment de jeunes. Mais le fait d'avoir cette hybridation entre des dimensions scientifiques et techniques et des dimensions humaines, sociétales et éthiques, rendre ces études plus attractives, plus concrètes, plus applicables aux situations réelles sur le terrain. Tout ça nous amène naturellement à la question des métiers, car au fond, derrière la formation, il y a la question forcément de l'avenir professionnel, du sens, des compétences aussi à construire pour chacun d'entre nous. Vous insistez sur la formation du CAP ou doctorat. Pourquoi est-il urgent de penser les parcours de manière à la fois continue et décloisonnée surtout? Donc, du CAP au doctorat, vous avez pris cela dans une baseline de l'année de l'ingénierie, Oui. puisque on lance l'année de l'ingénierie actuellement. Et c'est une première, l'année de l'ingénierie? Oui, c'est une première. C'est-à-dire qu'il existe depuis très longtemps des années 2. Alors, il y a eu l'année de la physique, l'année de la chimie, l'année des géosciences, qui sont des années qui sont portées par le CNRS. Et cette année, après un travail préparatoire qui a duré assez longtemps, cette année, nous l'avons voulu que ce soit donc l'année de l'ingénierie, avec une double vocation. La vocation d'année de médiation scientifique, comme toutes les années du CNRS, année de la chimie, l'année de la physique. Mais nous avons rajouté, et c'était l'apport de l'Académie des technologies, nous avons rajouté une autre dimension, qui est celle de l'attractivité des métiers et des formations qui y conduisent. Et des formations, et on a précisé, du CAP au doctorat, parce qu'on ne voulait pas réduire l'ingénierie aux ingénieurs. Et on voulait vraiment couvrir l'ensemble du champ des métiers, des industries, du bâtiment, des travaux publics et de la tech. C'est l'ensemble des métiers auxquels nous travaillons. Donc oui, du CAP au doctorat, parce qu'on a besoin dans les entreprises du CAP au doctorat. On a besoin de soudeurs pour construire des navires ou pour construire des centrales nucléaires, et puis on a besoin de docteurs tout au bout de la chaîne pour rechercher de nouvelles technologies, à faire des avancées scientifiques, etc. Donc c'est toute la chaîne qui est concernée. Bon, avec des niveaux d'attractivité et de flux d'entrée qui sont évidemment différents d'un maillon à un autre de cette chaîne, et qui n'est pas homogène, mais c'est un autre sujet. Quels sont, selon vous, cher Alain, les métiers émergents ou les compétences clés qu'il faudrait enseigner à l'école dès aujourd'hui? Je pense qu'il faut continuer à enseigner les mathématiques et le français, parce que sans mathématiques et sans français, on aura du mal à la fois à vivre une vie de citoyen ou de citoyenne, mais aussi tout simplement à progresser dans les voies de l'éducation. Je pense qu'il faut faire revenir la main dans les parcours,
Il y a beaucoup de jeunes qui vont utiliser leurs mains dans leur vie professionnelle et la main est totalement abandonnée. Alors pour différentes raisons, mais enfin bon, peu importe. Il faut aussi évidemment apporter les technologies du moment et il faut préparer bon, le numérique maintenant, j'allais dire, c'est presque du passé, mais non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. En particulier dans l'industrie, les jumeaux numériques, c'est quelque chose qui... L'industrie, et puis dans l'urbanisme, les jumeaux numériques, c'est quelque chose qui est en développement et qui peut révolutionner complètement la façon de concevoir. Et l'idée, c'est de réaliser sous une forme numérique le jumeau d'un objet physique, et donc au lieu de travailler sur l'objet physique dans un premier temps, de faire des maquettes, de les casser, de faire des prototypes, de les casser, etc., eh bien, on simule tout sur le jumeau numérique. Donc, il y a un besoin de compétences là-dedans. Et puis, il y a l'intelligence artificielle qui arrive massivement et qui pose effectivement, est un formidable outil en termes d'efficacité, mais qui pose des problèmes importants en termes d'éthique, qui pose des problèmes importants en termes sociaux aussi, puisqu'il y a un certain nombre de métiers dont on sait maintenant, à un terme que l'on cache parfois, qu'ils vont remplacer des métiers existants. Et que certains emplois de moyenne qualification ou certains emplois missions que l'on donne à des jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle, on ne pourra plus leur donner parce que ce sera un langage informatique et donc une intelligence artificielle qui pourvoira. Donc, c'est lourd de conséquences. Mais de toute façon, il faut y aller. Il faut y aller simplement en faisant attention à conserver un esprit critique. Vous l'avez évoqué. Ouais. Je pense que... Alors, c'est pas évident, l'esprit critique, parce que avoir l'esprit critique, c'est pour critiquer, par exemple, ce que produit une intelligence artificielle, il faut déjà avoir la culture du sujet. Oui, mais quand on n'y est pas forcément formé à l'école... Si vous n'avez pas la culture, vous allez absorber ce que vous donne le système comme étant la vérité. Bien sûr. Et ce n'est pas forcément le cas. Donc le rôle des enseignants est très important. Donc oui, voilà, il y a un certain nombre d'avancées. Alors, on ne va pas tous les citer, mais aussi dans les matériaux, dans les procédés la bioproduction, à partir de l'utilisation des protéines. Enfin, il y a tout un ensemble de technologies qui se développent et qu'il faut maîtriser parce que ce sont les métiers de demain. Vous êtes au cœur d'une belle initiative justement qui cherche à reconnecter la jeunesse à ses métiers de l'avenir. L'année de l'ingénierie, on en a parlé, et grâce à elle, par son biais en tout cas, vous portez l'idée d'une ingénierie soutenable. Ça veut dire quoi concrètement pour les jeunes qui se forment aujourd'hui, l'ingénierie soutenable ? Ça veut dire qu'elle préserve les ressources naturelles. Ça veut dire que elle limite les pollutions, ça veut dire, et en particulier les pollutions éternelles. Ça veut dire qu'elle respecte l'environnement, qu'elle ne produit pas des déchets qui sont insolubles dans l'eau de mer. Vous voyez à quoi je fais référence. Tout à fait. Ces îles flottantes de bouteilles de plastique. Ouais. Voilà, donc soutenable, c'est-à-dire qui permettent à l'humanité de poursuivre sur Terre. Parce que les projets d'Elon Musk concernent quelques personnes, mais pas l'ensemble de la population. Donc il faut poursuivre, il faut avancer, il faut mieux soigner, il faut se déplacer, avoir des mobilités propres. Il faut donc poursuivre, mieux communiquer, etc., mais en utilisant des technologies qui consomment moins de matières premières rares, qui utilisent des matières premières qui ne sont pas produites dans des conditions d'esclavage dans certains pays, etc., etc. Donc c'est tout ça. C'est pour ça qu'on revient au thème du début, qui était l'insertion de la technologie dans le monde qui est le nôtre,
et qui doit le préserver. Donc c'est ça le soutenable, c'est-à-dire qui permet de poursuivre notre chemin sur Terre, de l'humanité sur Terre, dans des conditions de vie convenables. Pour le monde de demain. Alors, vous avez dirigé une grande école de design, présidé la conférence des grandes écoles, accompagné des projets de recherche et d'innovation. Votre regard sur l'enseignement supérieur français est forcément très affûté. Quel regard vous portez justement sur ce monde-là, le monde de l'enseignement supérieur aujourd'hui? Est-ce qu'il est encore adapté aux mutations rapides du monde? Est-ce que ces grandes écoles, ces universités savent encore parler aux jeunes générations qui cherchent du sens, de l'engagement, de l'impact? Oui, je pense qu'elles savent parler, et qu'elles s'adaptent. Elles sont obligées de s'adapter pour pouvoir effectivement attirer. On parlait d'attractivité tout à l'heure. Donc, l'attractivité des formations, c'est l'attractivité effectivement des universités, des écoles et de l'enseignement supérieur en général. Moi, ce qui me préoccupe, c'est le fait que pour beaucoup, en dehors du bac plus 5, point de salut. C'est-à-dire qu'on va pousser des jeunes à poursuivre des études, parfois dans de grandes difficultés, pour les amener à un niveau master pour lequel ils ne trouvent pas d'emploi correspondant à cette qualification. Du coup, ils vont accepter des emplois de qualification moindre que ceux qu'ils devraient avoir compte tenu du niveau qu'ils ont atteint. Donc ça, c'est le premier point. Donc il faut faire attention et je pense qu'il faut qu'il y ait des sorties intermédiaires. On a besoin, puisqu'on reste dans le monde de l'ingénierie, de la technologie, on a besoin de techniciens supérieurs. Et ils n'ont pas raté leur vie s'ils ont un but, puisque maintenant c'est le bachelor universitaire de technologie à la place du DUT. Mais peu importe, surtout si le système permet ensuite la reprise et la poursuite d'études. Et donc il y a tout un système à repenser qui permette aux jeunes de sortir à un certain niveau, de commencer à travailler, puis par la validation des acquis de l'expérience, par des facilités qui leur sont données, poursuivre et pouvoir obtenir un diplôme supérieur s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point qui m'inquiète aussi, c'est que le taux de réussite augmente singulièrement à tous les niveaux. Et on commence à se demander quelle est la valeur d'un diplôme. Ben oui. On se demande à demander quelle est la valeur d'un diplôme, de sorte que le fait d'avoir le diplôme ne garantit plus, ou de moins en moins en tous les cas, enfin ça dépend des domaines bien sûr, mais où ça dépend des écoles ou des universités qui délivrent ces diplômes, mais ne garantit plus un niveau ni de connaissance ni de compétence. Donc moi ce que je vois, il ne va pas tarder à arriver, c'est que les procédures d'embauche des entreprises, alors ça commence un peu à se faire, mais que les procédures d'embauche soient aussi des procédures d'examen, où on ne va pas simplement parler du CV et des expériences, mais on va demander, en tous les cas c'est ce que j'anticipe, c'est qu'on va demander aux candidats de réaliser des objets, de montrer sa capacité à faire, sa capacité à travailler en équipe, sa capacité alors que jusqu'à présent, entretien d'embauche, c'était comme ça, analyse du CV, entretien d'embauche, période d'essai, bien entendu. Mais avant même la période d'essai, je pense qu'on va aller vers une sorte de test d'entrée parce que il y a un manque de confiance qui s'installe sur le niveau réellement acquis derrière le diplôme délivré. Les grandes écoles, les universités, est-ce qu'elles savent encore parler aux jeunes générations qui cherchent du sens, de l'engagement, de l'impact aussi? Est-ce que dans la manière d'enseigner, quand on regarde un petit peu l'enseignement français, et vous connaissez ça bien mieux que moi, on a l'impression qu'on est toujours, peut-être pas de plus en plus, mais on reste sur des cours très théoriques et moins pratiques. Vous disiez tout à l'heure l'importance du retour de la main dans l'école. Est-ce qu'elle a besoin aussi de faire son comeback, son grand retour dans l'enseignement supérieur? Ça dépend effectivement des filières, mais oui, enfin, je veux dire, en tous les cas, il y a besoin d'avoir de travaux pratiques beaucoup plus, en plus grand nombre.
et des projets en plus grand nombre. Je pense que quand on voit du reste les jeunes, qu'ils soient étudiants ou plus jeunes, mais les étudiants, quand ils sont pris par un projet qui leur tient à cœur, ils s'investissent complètement, ils comptent pas leur temps, on voit qu'il y a une mobilisation. Enfin, c'est ça c'est la voie. Et ensuite, une fois que le projet, au cours du projet, on apporte au fur et à mesure des connaissances nécessaires pour réaliser. Et une fois que le projet est terminé, on revient dessus et on décrypte tout ce qui s'est passé, les phénomènes qui ont été mis en œuvre, les savoirs conceptuels qui ont été mobilisés. Je pense que c'est le sens. On revient toujours à cette question du sens. Au fond, à quoi ça sert? Et donc, à quoi ça sert? Eh bien, commençons par faire, et puis ensuite, revenons de façon inductive, en quelque sorte, revenons sur les fondamentaux qui ont permis de réaliser. Donc, oui, je crois que les cours magistraux, je ne veux pas dire qu'ils vivent leurs dernières années, mais ils vont aller, je pense, en se réduisant, d'autant que ils peuvent être avantageusement remplacés par des apports d'intelligence artificielle. Oui, et des cours en ligne, des cours en MOOC, ligne, etc. Des cours en ligne. Alors, les cours en ligne, on a pu le tester en vraie grandeur, il y a quelques années. C'est quand même pas évident dans la mesure où il faut une certaine continuité, il faut que l'étudiant soit, je ne vais pas dire qu'il soit consciencieux, mais en tous les cas qu'il soit engagé et qui décroche pas, etc. Il y a des limites aux cours en ligne. Pour autant, il faut pas tirer un trait dessus. Pourquoi ? Eh bien parce que, en particulier, pour des raisons territoriales, tout simplement. On sait aujourd'hui que les jeunes, beaucoup de jeunes dans des régions dites périphériques ne bougent pas, ne sortent pas, et donc ils ont besoin pour autant d'accéder à des formations. Et donc il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises, en particulier ce qu'on appelle les campus connectés, c'est-à-dire sur des territoires un peu oubliés de la République, on a installé des lieux, des tiers-lieux, où ils peuvent se retrouver et suivre, j'allais dire presque ensemble, mais suivre différents enseignements. Mais il y a une certaine... un encouragement mutuel, en quelque sorte, à être pas tout seul chez soi, mais dans un tiers-lieu où les uns et les autres, ils suivent des cours à distance. Donc ces campus connectés permettent à des jeunes qui sont isolés de progresser. Donc oui, il y a encore de la place pour les enseignements à distance dans des conditions bien particulières. Il faut aussi que dans un campus connecté, les étudiants qui suivent, l'un va suivre un enseignement de droit, l'autre va suivre un enseignement technique, le troisième va suivre un enseignement d'économie, mais il y aura un moniteur qui les accompagnera parce que les jeunes seuls face à ces outils ont montré les difficultés à aller jusqu'au bout des enseignements qui leur étaient proposés. Est-ce qu'un modèle comme l'alternance, par exemple, qui est un peu un mix de tout ça, est un modèle d'avenir pour... L'alternance est un formidable modèle pédagogique. C'est un formidable modèle pédagogique. Alors, évidemment, comme tout système, il a ses limites. Il y a des jeunes qui s'engagent dans l'alternance et qui, au bout de quelques mois, abandonnent. Il faut aussi trouver de bons maîtres de stage, de bons maîtres d'apprentissage. Il faut trouver des conditions optimales pour aussi gérer l'alternance entre le centre de formation d'apprentis et l'entreprise, etc.
Mais c'est probablement une des meilleures voies de formation parce qu'il y a cet aller-retour permanent entre justement une pratique réelle dans la vraie vie et puis un retour à l'école, entre guillemets, dans le centre de formation d'apprentis, où on va justement consolider les bases scientifiques, technologiques, etc., qui leur permettent d'avancer. Donc c'est une voie aussi pour beaucoup de jeunes de conditions modestes. C'est une voie qui est tout à fait intéressante, puisqu'ils sont salariés, ils ont leur premier salaire. Ce sont des salariés comme les autres, sauf qu'ils sont en alternance et que, bon, ils ont un salaire qui est adapté à leur statut. Mais enfin, bon, voilà. Donc c'est quelque chose de très porteur. Bon, il se trouve que nous vivons actuellement une période difficile sur le plan budgétaire et que sont envisagées un certain nombre de coupes dans les financements de l'apprentissage. Donc il ne faut pas qu'on se trompe dans ce que l'on va réduire. Il y a quand même des formations, en particulier de techniciens, qui doivent absolument continuer à se développer. Ouais. Et ça, c'est quelque chose c'est un choix politique qui est fait. Mais je trouve que rogner sur l'apprentissage n'est pas la meilleure façon d'encourager la jeunesse à progresser. Voilà. Donc c'est un choix qui est contestable. Derrière ces transformations, il y a aussi une bataille de l'imaginaire, celle avec laquelle on se pose la question de comment donner envie, comment raconter autrement la technologie et l'industrie. C'est une question que vous posez aussi, que j'ai trouvée passionnante, parce que vous parlez souvent de l'influence des imaginaires. Raconter autrement, effectivement, les métiers de l'industrie, de la tech, de l'ingénierie, pour les rendre désirables. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse alors les imaginaires, c'est un objet difficilement cernable. Oui. Chacun a ses imaginaires, mais c'est les représentations que l'on a des métiers, c'est toutes les stéréotypes que l'on peut avoir sur certains métiers. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui est installé assez durablement et qui peut passer des décennies. Je vais vous donner un exemple, un cas réel, qui peut être un peu surprenant. Près d'Amiens, il y a un établissement filiale d'Airbus. D'accord. Et dans cet établissement, il y a des difficultés de recrutement de tout technicien. C'est-à-dire, on dépose une offre d'emploi d'administratif, il y a 30, 40 CV qui arrivent. On propose un emploi de technicien de fabrication, il y a 2 CV qui arrivent. Bon. Ceci étant, il y a un métier sur lequel il n'y a aucune tension, c'est ajusteur-monteur. On se dit, mais pourquoi ? Alors que tous les autres métiers techniques, celui d'ajusteur-monteur trouve réponse alors que les autres ne trouvent pas. Eh bien, c'est parce que cette usine-là, au sud d'Amiens, dans les années 1920, c'était une usine potaise. Et donc, les avions, c'était une fabrication des avions potaise. Et le métier noble, à l'époque, c'était ajusteur-monteur. Et on était de père en fils, on essayait d'être ajusteur-monteur chez Potaise. Eh bien, on est plus d'un siècle après, et on trouve plus facilement des ajusteurs-monteurs. Je ne veux pas dire qu'il n'y a aucune tension sur ce métier, mais on trouve plus facilement que dans d'autres métiers techniques. On est dans un imaginaire qui est celui d'une histoire, d'une culture, et donc ça joue dans tous les sens. Donc c'est une prégnance extrêmement forte qui est là, les stéréotypes, l'histoire, la culture. Voilà, donc il faut s'attaquer à ça, et ça prend du temps. Ça prend du temps parce que, en effet, il faut
faire évoluer les choses progressivement. C'est un de nos objectifs de l'année de l'ingénierie, mais oui, les imaginaires conditionnent beaucoup les choix des jeunes et des familles. Alors, il y a l'histoire qu'on entend et puis il y a le message qu'on laisse. Vous avez formé, dirigé, accompagné plusieurs générations d'ingénieurs, de designers et d'enseignants. Ce sera ma dernière question, cher Alain. Si vous aviez un message à adresser aux jeunes aujourd'hui, ceux qui doutent parfois de leur orientation ou pensent que la technologie est un monde fermé, qui ne leur appartient pas, que leur diriez-vous? Je leur dirais que il faut qu'ils voient un peu plus le verre à moitié plein. Parce qu'il y a il y a quand même des avancées fantastiques technologiques dans le domaine en particulier de la santé, puis dans d'autres, si on pense au domaine parce que c'est le plus parlant, mais il y en a d'autres sur la mobilité, sur les énergies renouvelables, il faut, encore une fois, ne pas occulter en effet les risques que peuvent induire certaines technologies, mais il faut voir aussi les apports que les technologies peuvent faire à l'humanité. L'allongement de la durée de vie, la possibilité de communiquer plus facilement, de se déplacer. Voilà, c'est avoir une vision plus positive des apports de la technologie et sans occulter qu'elle a pu et qu'elle peut encore avoir des effets négatifs, mais essayer de les voir que les effets négatifs, ça détourne beaucoup de jeunes. Donc, et ça, je crois que les professeurs ont un rôle à jouer là-dessus, sur ce point-là, les parents, pour montrer, sans raconter d'histoire, on ne leur raconte pas d'histoire parce que ça se retournerait contre eux, contre nous, de leur montrer de véritables avancées, et elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Donc moi, je pousserais ça. Oui, il faut y croire et il faut aussi faire des études ou une formation qui a un sens pour vous, qui corresponde à votre vision de votre avenir, à votre vision de votre situation demain. Enfin, c'est essayer de vous projeter. Et je crois moi, je vois beaucoup de jeunes qui ont du mal à se projeter. Ils ont du mal à se projeter parce qu'il y en a qui sont aujourd'hui en désespérance. Il y en a qui doutent de la capacité de l'humanité à sortir du pétrin dans lequel elle est, doutent que la France puisse se redresser. Enfin, ça existe, ça, dans la jeunesse. Voilà, donc il faut qu'ils soient entourés de messages plus positifs et qu'on leur montre concrètement des avancées réelles, concrètes et qui apportent à l'humanité un bienfait. Voilà, j'essaierai de montrer ce verre à moitié plein plutôt que de parler que du verre à moitié vide. Merci beaucoup, Alain. Il me reste encore quelques questions à vous poser. On vient de terminer la première partie de l'interview. Maintenant, je vais vous poser des questions plus courtes qui demandent des réponses plus courtes, soit en un mot, soit en une phrase. Avec cette première question, diplôme ou expérience? Expérience. La qualité la plus importante pour réussir dans l'éducation en France? Le courage. Une chose que vous changeriez dans l'enseignement supérieur? Plus des évaluations d'accompagnement, de progression, que des évaluations sanctions. On passe ou on passe pas. Votre vision de l'éducation dans 20 ans? Ça, c'est un piège parce que, enfin bon, il faut essayer. Dans 20 ans, une part importante d'expérience sur le terrain, une place importante donnée à des expériences sur le terrain et à la valorisation de ces expériences.
Encore une fois, démarche inductive plus que déductive. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a inspiré autour de l'éducation et l'enseignement supérieur? Oui, les principaux ouvrages qui m'ont inspiré sont les ouvrages de Gilbert Simondon sur la technologie. Et ça reste pour moi une référence incontournable. Le plus grand défi des jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Y croire. Et si vous deviez passer le flambeau de ce micro, le micro de 20 sur 20, à quelqu'un d'autre pour nous parler d'éducation et des métiers de demain? Un professeur des écoles ou une professeure des écoles qui a véritablement développé une démarche de polyvalence au primaire, puisque c'est là que ce sont les soubassements, ce sont les fondations. C'est là que les choses se passent. Après, on pose des étais, mais si les fondations ne tiennent pas, les étés ne tiendront pas non plus. Merci infiniment, cher Alain Cadix, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un vrai plaisir Merci de à vous vous. recevoir. Merci.